C'est l'invité d'Europe Nuit avec vous, Loïc Laurie, et vous recevez Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Bonsoir Yves Bertoncini, Bonsoir. et merci d'être avec nous en direct. Alors les Européens se sont retrouvés ces 2 derniers jours pour un sommet post-Brexit. On a eu beaucoup de déclarations. Les 27 sont unis, les 27 veulent que le Royaume-Uni parte le plus vite possible. Qu'est-ce que vous pensez de cette première réponse finalement des Européens après le Brexit ? D'abord, c'est les Britanniques qui veulent partir. Ils ont voté pour ça. L'Union européenne n'est pas l'Union soviétique, c'est pas une prison. Ils vont donc prendre la porte. C'était leur choix. Ce que les 27 souhaitent, c'est simplement que les choses se passent dans l'ordre le plus rapidement possible, parce qu'avec tout le respect qu'on doit à nos amis britanniques, avec qui il faudra garder de très bonnes relations, il y a d'autres défis, dont d'ailleurs devait parler le Conseil européen aujourd'hui, comme le défi migratoire, la stratégie européenne de sécurité, l'investissement en Europe. Les Britanniques ont considéré que l'Union européenne ressemblait au Titanic. Ils ont voulu en sortir. Bon, on va leur souhaiter bonne chance sur la chaloupe qu'ils vont emprunter. Mais les commandants du Titanic ont des icebergs à éviter. Donc, ils veulent aller vite avec les Britanniques. Et vous le disiez, le Conseil européen devait parler de la suite. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont remis ça plus tard, à mi-septembre. On perd encore du temps là, non ? Oui, mais c'est légitime. Il y a un post-traumatique. Il y a quelque chose de la surprise. Il y a quelque chose qu'il faut encaisser d'abord. Ils ont été dans le symbolique essentiellement. D'abord, effectivement, avec une réunion à 27. C'est-à-dire qu'indépendamment du fait que la procédure de divorce soit lancée ou pas, indépendamment du fait que les avocats se parlent, indépendamment du fait qu'à un moment donné, le juge prononcera le divorce, mais ça, c'est jamais immédiat, eh bien, ils ont envoyé des signaux. Auparavant, les 6 pays fondateurs, ceux qui ont lancé la construction européenne, s'étaient aussi réunis du côté de Berlin. C'était une façon un peu subliminale de dire que la construction européenne avait commencé avant les Britanniques et que, puisqu'ils l'ont choisi, elle leur survivra. Alors maintenant, pour aller dans le vif du sujet, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire, ils vont se donner la pause estivale. Il y a déjà une réunion prévue à Bratislava, mi-septembre, pour essayer d'envoyer un message, je dirais, qui ne soit d'ailleurs pas que opérationnel, qui soit un message existentiel, puisque l'Europe est amputée d'un membre important, le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui fait que ces autres pays membres ont intérêt à rester ensemble? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils forment un tout? Et c'est ça qu'il faut absolument investir pour les chefs d'État et de gouvernement. La question est légitime. On fait quoi maintenant ? Je crois qu'il faut regarder le monde davantage. Nous sommes 7% de la population mondiale, les Britanniques vont nous quitter, nous serons plus que 6% de la population mondiale. Il ne faut pas le regarder d'ailleurs le monde seulement pour des raisons intellectuelles. Le monde est à nos portes, il frappe, il est déstabilisé. La Russie entre en Crimée, l'annexe, le chaos en Syrie, en Libye, l'État islamique qui tue des Européens. Et donc, il y a toute une série de défis d'abord à nos portes, et puis au-delà, la finance dérégulée, le changement climatique, la montée en puissance de la Chine, ce ne sont pas les défis qui manquent. Si on veut continuer, y compris entre chefs d'État et de gouvernement, à insister sur ce qui nous sépare, oui, nous sommes unis dans la diversité. Alors on peut trouver ce qui nous sépare. On s'est battu d'ailleurs pendant des siècles, donc il y a des choses qui nous séparent. On supporte des équipes différentes à l'Euro de foot, par exemple. Mais il faudrait peut-être que les chefs d'État et de gouvernement, et ça c'est leur responsabilité, nous disent un peu plus ce qui nous rassemble en tant qu'Européens. Être Européen, ce n'est pas être Chinois, ce n'est pas non plus être Américain. Et puis surtout, ce que nous pouvons faire ensemble pour être un tout petit peu plus efficace. C'est l'héritage ironique de Cameron. Il a fait campagne sans conviction, malheureusement pour lui, en disant que nous étions plus forts ensemble. Je crois qu'il a raison. Et l'Europe ne parle pas aux Européens actuellement. Il faut parler davantage au cœur, aux âmes et aux tripes des Européens. L'Europe essaye de leur parler souvent. Elle parle à leur porte-monnaie, elle parle aux consommateurs. C'est vrai qu'il n'y a pas d'imaginaire aussi puissant que celui qui fait l'imaginaire des États-nations. Mais l'Europe est une fédération d'États-nations. Elle a besoin que les États-nations soient forts. Et elle doit effectivement davantage, ses responsables, mais d'abord aussi au niveau national, les chefs d'État et de gouvernement, délivrer un message qui s'adresse un peu à l'imaginaire, au sentiment. Je prends un seul exemple, aux peurs même. L'Europe a été lancée parce que nous avions peur de nous entretuer, et puis nous avons peur de Joseph Staline. Alors on a fait l'Europe. Ce n'était pas une lubie de technocrate. On a fait l'Europe parce qu'on avait peur, justement. Aujourd'hui, je crois qu'une partie des Européens ont peur. Il y a une angoisse identitaire, puisque précisément l'Europe rétrécit, et l'Europe ne maîtrise plus vraiment son environnement immédiat. Et donc, il faut leur adresser un signal en disant que justement, face aux menaces, l'Europe peut être une réponse. C'est déjà le registre qu'il faut emprunter. Et puis évidemment,
ensuite expliquer que nous avons des atouts, que nous utiliserons mieux si nous nous unissons. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, il faut donner des gages concrets, mais il faut absolument investir ce registre émotionnel et non pas un registre technicien rationnel. Et est-ce que, contrairement à l'époque dont vous parliez, on ne manque pas de leaders aujourd'hui, de leaders forts, de voix fortes sur l'Europe? C'est très criant, en effet. Il y a eu les pères fondateurs, Schuman, Monnet, ensuite les fils fondateurs, Delors, Kohl, Mitterrand. Et puis on cherche un peu les petits-fils et les petites-filles aujourd'hui. Ce qui a fait émerger tout de même les fils fondateurs, c'était la chute du mur de Berlin. Je crois qu'aujourd'hui, on a un événement qui est à peu près aussi important que la chute du mur de Berlin dans l'histoire de la construction européenne. Et qu'il faut donc que les fils fondateurs et filles fondatrices se lèvent, s'ils existent, et en tout cas que ceux qui sont là en ce moment forcent un peu leur nature, arrêtent de parler comme des boutiquiers et essayent d'être non pas des pompiers, comme le dit souvent Jacques Delors, mais des architectes, qu'ils aient une vision, et qu'ils aient notamment une vision du monde. S'ils regardent davantage le monde, peut-être qu'ils pourront davantage forger l'unité des Européens autour de quelques objectifs et de quelques valeurs simples. De quel événement vous parlez précisément? La sortie de la Cette Grande-Bretagne. sortie-là? Et oui, Parce que finalement, il y en a eu d'autres. Enfin, il y a eu d'autres. Il y a eu la crise des migrants, par exemple, qui Oui. aurait pu aussi, et qui finalement a un peu précipité tout cela. Oui, mais d'abord, il y a une spécificité britannique, hein. Les Britanniques sont entrés un peu à reculons, ils étaient un pied dedans, un pied dehors, ils faisaient déjà un peu chambre à part. Il y avait une faille sismique, si je puis dire, qui passait à travers la Manche. Ils n'ont jamais été complètement convaincus. Cette fois-ci, ils ont décidé de sortir. Ce n'était pas un non massif, mais c'est un non clair, hein, 52%. Il ne faut pas mélanger ce cas britannique d'un côté et puis une crise européenne qui a déjà commencé au moment de la crise de la zone euro, qui s'est aggravée avec la crise des réfugiés, crise des migrants, que j'assimilerais plus, moi, à une crise de copropriétaires. C'est-à-dire que les Polonais, par exemple, ou les Grecs, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Je ne crois pas que les Français ne le souhaitent non plus dans leur majorité. Ils veulent y rester. Le problème, c'est qu'ils se disputent. On doit revoir les règlements de copropriété. C'est ce qu'on a fait au moment de la crise de la zone euro. Il a fallu aider les Grecs. Les Allemands ne voulaient pas. Et on les a aidés quand même. Mais évidemment, en échange, on leur a imposé des réformes très difficiles. Donc, l'euroscepticisme a fleuri des deux côtés. Même chose pour la crise des migrants. Il faut évidemment revoir les règlements de copropriété, mais ça n'aura de sens, cette unité, le fait de rester dans la maison commune, que si de tout en temps on regarde par la fenêtre. Et ça tombe bien, si je puis dire, parce qu'il y a le feu sous les fenêtres, là, hein, je cite encore, hein, la Russie, la Syrie, la Libye, et puis au-delà même des fenêtres, le monde tel qu'il est. C'est formidable d'être européen dans ce monde, mais en même temps, nous ne faisons plus que 6% de la population mondiale désormais, puisque nos amis britanniques vont prendre la porte. Merci Yves Bertoncini d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci à vous.